First of all, I'd like to give the floor to Henri Nallet. C'est notre président du conseil scientifique, vice-président de la FEPS, et il va introduire le débat sur les perspectives de l'avenir de l'Europe. Henri Nallet, la parole est à vous. J'ai promis à Ernst d'être très bref parce que le temps nous est compté et bien évidemment parce qu'il faut laisser un temps de parole suffisant aux membres de notre prestigieuse table ronde. Mon introduction sera donc très simple. D'abord, quelques remerciements à notre président Massimo D'Alema pour m'avoir demandé d'introduire cette table ronde, mais aussi à Ernst Stetter et à toute l'équipe de la FEPS qui a organisé cette rencontre, qui est la deuxième de Call to Europe. Et je souligne la constance de cette équipe pour organiser cette rencontre. Merci. De ce que j'ai entendu hier et ce matin de nos échanges, je crois qu'il ne faut pas être grand savant ni grand spécialiste des questions internationales pour retirer que tout le monde a souligné la nécessité de donner un nouveau souffle, un réel leadership, une nouvelle vision à l'action extérieure de l'Europe. Alors qu'aujourd'hui, notre Europe souffre de ses différences, quelquefois même de ses divisions, et qu'elle éprouve beaucoup de difficultés à les surmonter. Ce matin, nous en avons eu plusieurs exemples, le plus récent étant bien évidemment la situation en Libye. Et pourtant, face à ces difficultés, face à cette faiblesse de l'action extérieure de l'Europe, nous ne manquons pas d'atouts pour réaliser ce dessein. L'Union européenne reste la première puissance économique mondiale avec ses 500 millions d'habitants et ce matin, Frans Timmermans nous rappelait combien le modèle social qui prévaut dans notre Union reste quelque chose d'envié par nos voisins proches ou lointains. Je voudrais ajouter à cela que certains d'entre nous qui sont ici à cette table ronde ont connu une époque où la voix de l'Europe se faisait entendre, portée par 2 ou 3 leaders décidés et aussi par une commission active, féconde, animée par une personnalité de premier plan. Je ne mets dans ce rappel aucune nostalgie, je veux simplement le faire pour souligner le paradoxe auquel nous faisons face aujourd'hui, celui d'une Europe dont les institutions se sont indiscutablement renforcées au cours des dernières années, dont les politiques se sont beaucoup harmonisées, dont les monnaies se sont unies, de moins pour la plupart, mais dans le même temps, dont la tête s'est affaiblie. L'Europe s'est dotée d'une haute représentante pour les affaires extérieures, mais sa voix n'a jamais aussi peu pesé. Et donc, au-delà des hommes et des femmes qui occupent les postes de responsabilité apportés par le traité de Lisbonne, les gouvernements des pays membres ont eux-mêmes souligné par leur attitude les limites de la diplomatie européenne. On peut en donner de nombreux exemples. J'ai cité tout à l'heure la Libye. On pourrait parler des suites du tremblement de terre en Haïti, ou bien encore, et ça a été souligné ce matin avec délicatesse, mais vérité, l'attitude de notre Union lors des événements des révolutions arabes. Bien sûr, on fait valoir classiquement que dans notre Union, à 27, le temps de la consultation est long et qu'il n'est peut-être pas toujours adapté à des situations dans lesquelles il faut réagir rapidement. Mais
il ne s'agit pas que de cette unique faiblesse. En effet, si l'Europe aurait pu être le vecteur diplomatique de réponse à la crise libyenne, il n'a jamais été envisagé qu'elle en soit le vecteur militaire. Et au-delà des divergences entre nos États membres sur une intervention militaire, sur la forme de celle-ci, nous ne disposons pas aujourd'hui des moyens de coordination au niveau de l'Union, à commencer par un réel quartier général opérationnel. L'OTAN demeure donc le seul vecteur pertinent pour mener des opérations de cette échelle aux frontières de l'Europe, mais, le cas libyen l'a bien montré, la zone de politique européenne de voisinage n'intéresse plus les États-Unis d'Amérique, dont les intérêts stratégiques se sont recentrés, nous l'avons dit, je l'ai entendu ce matin, sur l'Asie et sur le Pacifique. Il devient donc nécessaire de renforcer la coopération européenne en matière de défense pour espérer conserver une capacité d'intervention à grande échelle, mais nous connaissons les difficultés auxquelles cette coopération se heurte. Et puis, j'ai noté aussi ce qui a été dit ce matin par plusieurs des intervenants et qui est sans doute le plus dommageable pour l'image extérieure de notre Union, c'est notre incapacité actuelle à régler la crise de la zone euro. Tout à l'heure, Hannes Svoboda le soulignait. C'est le premier souci de nos concitoyens. Et paradoxalement, jamais les regards des autres grandes puissances, États-Unis, Chine, Inde, n'ont été autant tournés vers l'Europe avec une attente forte. Mais une attente qui est fondée par la peur de voir notre triste état se propager à leurs propres économies. Alors, ne nous étonnons pas que les nouveaux venus à la table du G20 nous en fassent le reproche. Plutôt que de nous diviser entre les partisans d'une rigueur préalable et ceux d'une croissance par la seule relance, nous avons, je crois, besoin d'ambition, d'audace collective, chacun en ce qui nous concerne. La théorie de la main invisible n'est peut-être pas incompatible avec l'idée européenne. La somme des efforts collectifs que nous déciderons et ferons, chacun dans nos États membres, alliant responsabilité budgétaire et renforcement de la croissance, stimulera l'ensemble de l'Europe. Mais pour l'instant, notre incapacité à juguler cette crise et à proposer rapidement des solutions démocratiquement construites accrédite l'idée que les mesures impopulaires sont finalement imposées par un diktat bruxellois, faisant ainsi le lit des populismes qui menacent aujourd'hui les idéaux européens. Oui, je crois que ceux qui alimentent les populismes européens dont nous aimons, avec lesquels nous aimons quelquefois nous faire peur, est le produit de notre incapacité à résoudre les problèmes qui sont devant nous. Cette force qui est la nôtre peut-elle être étendue à d'autres domaines, et en particulier aux domaines qui ont été indiqués ce matin dans les différentes tables rondes? Je voudrais terminer mon propos sur deux réflexions qui pourraient peut-être être soumises à notre panel de personnalités. Ce qui comptera avant tout dans cette volonté de s'affirmer vers l'extérieur, ce n'est pas la mise en place de nouvelles institutions qui viendraient s'ajouter à un millefeuille complexe déjà existant et que nous aimons beaucoup développer sans arrêt. Non, je crois que l'Europe dispose aujourd'hui des outils nécessaires à la mise en place de politiques communes. Mais c'est de politiques communes que nous manquons. Ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui, c'est de visions politiques communes, tant en matière commerciale, par exemple, qu'en matière diplomatique ou militaire. Quelle doit être notre relation avec les États-Unis? Comment devons-nous concevoir notre rôle dans le développement économique de l'Afrique, en allant plus loin que l'accord de Cotonou? À qui vendrons-nous des armes? Comment enfin nous positionner face aux ambitions et rôles nouveaux joués légitimement par les pays émergents? Ce sont autant de questions pour lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui de réponse claire, de position coordonnée, alors que ces sujets s'imposent de plus en plus à nous. Il faut nous y résoudre en matière de politique étrangère. Les États membres
de notre Union ont toujours voulu agir en faisant plein étalage de leur souveraineté en la matière, au point parfois d'agir contre nos intérêts communs. Mais il faut nous interroger sur cette situation. Ce temps sans doute doit se clore, au risque autrement de voir le rôle de chaque État membre décliné sur la scène mondiale. Je crois finalement que le rôle que jouera l'Europe dans le monde est intimement lié à la capacité que nous aurons à faire d'elle un ensemble puissant, reconnu, crédible, agissant dans l'intérêt de ses pays membres et de ceux qui aspirent à la démocratie et aux valeurs qui sont les nôtres. Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue si nous souhaitons que notre Europe ait encore un rôle réel dans l'espace multipolaire qui prend forme aujourd'hui sous nos yeux. Dans ce monde à plusieurs pôles, plusieurs de nos invités sont particulièrement bien placés pour le décrire ou le représenter et nous dire avec franchise ce qui peut faire l'Europe. Et plusieurs de ceux qui sont dans cette table ronde et qui ont eu l'honneur, la charge de conduire la diplomatie de grands États membres nous diront à quelles conditions l'Europe peut devenir enfin un acteur de ce monde nouveau au service de ses citoyens. Je vous remercie.